Bonjour, monsieur le jardinier en chef de Versailles. Bonjour. Votre titre exact? Jardinier en chef, c'était le titre de Le Nôtre. Et nous avons toujours voulu à Versailles garder ces titres anciens qui ont l'avantage d'être clairs. On sait ce qu'est un jardinier en chef. C'est le jardinier qui coordonne l'activité de tous ses autres collègues jardiniers. Et à quel âge êtes-vous devenu? Oh, je suis rentré à Versailles en 1976. J'étais gamin, 18 ans. Et je travaille donc dans ce lieu depuis maintenant presque 35 ans. Une éternité. Je crois être l'un des derniers grands dinosaures à Versailles. Vous dites, je suis né à Versailles. Ça demande une explication. Je n'existais pas avant 1976. Cinquième d'une famille de 7 enfants, j'estimais, peut-être à tort, que je n'avais pas toute l'attention que je croyais mériter. Je n'étais pas considéré. J'étais ni mauvais ni bon. J'étais ce que j'appelle de la génération bof. Pour un futur jardinier, avoir comme surnom dans la famille, la bouse. Oui, ça me fait souvent rire. Alors avec le recul, on se dit que ce n'était pas très aimable, mais je suis issu d'une famille quelque peu, on va dire, aristocratique, où il était de bon ton de travailler soit pour le clergé, soit dans l'armée, ou éventuellement dans la banque et dans l'éducation nationale. Et je suis le premier à dire « je serai jardinier ». Alors ça avait quelque peu, un petit peu choqué quelques membres de ma famille, d'où le surnom délicat et frais de la bouse. Mais j'ai perdu ce surnom en arrivant à Versailles, où les jardiniers s'étaient rendus compte que je marche les pieds en canard. Et là, ils m'appelaient tous Rabat la Rosée, parce qu'on prétend qu'on pouvait me suivre sur la pelouse matinale tout en gardant les pieds secs. Et vous allez faire, avant d'entrer ici, une école de Tremblay-sur-Saulx. C'est quoi? Alors c'est une école d'horticulture, mais il faut préciser également que je ne voulais pas non plus être jardinier. Je voulais être photographe. J'avais vraiment la passion de la photographie, mais c'est une époque où je n'osais jamais dire non. Et quand mes parents, au vu des résultats scolaires brillants qui étaient les miens, et je le dis avec humour bien évidemment, mes parents en ont déduit que j'aimais le jardinage, car pour me payer mon matériel photo, j'entretenais les propriétés près de chez mes parents. Je tournais les pelouses, je ramassais les feuilles. Et mes parents, pour me sauver dans ma scolarité, que j'ose qualifier de pitoyable, m'ont inscrit d'autorité à une école qui s'appelle le Tremblay-sur-Mauldre, le CHEP, où j'ai suivi une formation horticole pendant 3 ans. Alors si on est dans ce lieu, c'est parce que c'est quand même ici que vous avez le coup de foudre. Alors, vous habitez où à l'époque? Alors, mes parents habitent La Celle-Saint-Cloud, qui est une commune à quelques kilomètres d'ici. Je suis à la recherche d'un emploi. Nous sommes en juin 1976. Et pour venir à Versailles, la ville de Versailles, je prends le vélo Solex de ma maman. Et bien évidemment, quand vous rentrez dans ce parc, que vous découvrez ce lieu, vous devez de rouler dans les allées du parc. Et je m'arrête ici, à peu près là où nous sommes, et je regarde ce que j'appelle le Grand Bazar. Et je trouve que cet endroit, finalement, ne manque pas de gueule. Et je repars avec mon vélo Solex en direction de la ville. Et lorsque je sors du parc, eh bien, j'apprends qu'on recherche ce que l'on appelle des percepteurs de droits d'entrée, en fait des caissiers. Et je me dis qu'il y a peut-être moyen également d'être engagé ailleurs pour un poste plus long. Et je vais donc au château. Je rentre dans les bâtiments administratifs, qui sont néanmoins des bâtiments historiques. Et comment ai-je fait? Je n'en sais rien. J'ai poussé une porte et je me suis retrouvé dans un bureau extrêmement joliment décoré, avec un type d'une présence incroyable. Alors, chevelure argentée, rabattue en arrière, une canne à pommeau, une attitude majestueuse. Je suis rentré dans le bureau de cet homme. J'ai vu donc Van der Kemp. J'ai été pétrifié quand je l'ai vu, parce que c'est l'homme qui en jetait réellement. Lui-même a dû être surpris d'avoir un intrus qui rentre sans avoir été annoncé. Un gamin, j'avais 18 ans. Il a dû penser que j'avais, ma foi, du culot et qu'il y avait peut-être matière à tirer profit d'un culotté comme moi. Et ben, il m'a tout simplement pris sous son aile et mon premier contrat de travail fut signé grâce à M. Van der Kemp à Versailles. Donc, grâce à lui, vous allez trouver un emploi de jardinier. Oui. Puisqu'il vous a donné la bonne filière. Oui. Et comment fait-on pour, à 18 ans, être caissier, quelques mois plus tard, apprenti jardinier? Aide jardinier stagiaire pour être exact. Comment faites-vous ensuite pour devenir, en si peu d'années, c'est-à-dire 6 ou 7 ans, jardinier en chef? Le jardinier en chef? Peut-être le besoin de sortir de ma médiocrité. La seule fois où j'ai eu le sentiment de vivre, c'est justement en 1976, quand mon papa,
que je soupçonnais d'être royaliste, ayant appris mon recrutement à Versailles, s'est exclamé à la famille « Enfin, nous rentrons chez nous ». Pour la première fois, enfin, je devenais un faire-valoir. J'ai vraiment le sentiment, ce jour-là, d'exister réellement. Et de plus, on me propose un logement à Versailles. Vous imaginez un gamin de 18-19 ans à qui on propose un logement gratuit à Versailles. Donc j'accepte immédiatement de rester ici. Et puis je me présente à l'âge de 24 ans au concours de jardinier en chef. Alors on se moque de moi car il n'y en a jamais eu de si jeunes à Versailles ni même en France. Et j'ai la chance, une grande chance d'avoir eu peut-être des questions qui m'étaient favorables. Et je suis nommé jardinier en chef à l'âge de 24 ans. Il n'empêche qu'il fallait quand même prouver à 24 ou 25 ans que vous étiez un bon jardinier et que vous aviez au moins autant de connaissances que la centaine d'employés que vous aviez à diriger. Oui, alors j'essayais de faire croire que j'étais au-dessus d'eux dans les compétences. Je me suis remis au latin pour ne plus parler du marronnier d'Inde, mais de l'Aesculus hippocastanum. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait tout le monde se foutait de moi. Ils avaient tous compris que c'était du vent. Je suis redevenu à un moment donné beaucoup plus net dans mes baskets et beaucoup plus simple. Vous savez, le jardinage, c'est un métier d'équipe. On ne fait rien tout seul. Et j'ai eu la chance vraiment d'avoir des collaborateurs qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont porté et à qui je dois tout finalement. Mais les jardiniers de base, le jardinier normal ici à cette époque-là, ils vous avaient vu travailler avec eux. Ils m'ont vu travailler avec eux. Et ça m'a fait très drôle d'ailleurs que ces personnes que je tutoyais, qui me tutoyaient, du jour au lendemain, se mettaient à m'appeler chef. C'était encore l'époque où on appelait le chef chef. Et ça fait très drôle de voir un homme qui pourrait être largement votre père, peut-être même votre grand-père, vous voyez et vous appelez chef, les mêmes qui, quelques mois plus tôt, partageaient avec moi leurs sardines le matin ou un coup de vin blanc. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu ce contraste dans l'évolution de la profession, mais ça n'a duré que quelques mois et tout est rentré dans l'ordre. Le parc, quand vous arrivez, il ne correspond pas à ce que vous aimez en réalité. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas les parterres de fleurs qui ressemblent à des parterres de sous-préfecture. Je pars du principe que lorsque l'on vient à Versailles, on se doit d'avoir des parterres uniques. Et je veux également planter des plantes qui ressemblent à celles qui étaient plantées sous Louis XIV. Je trouvais aberrant que dans une salle du château, on contemple des tableaux, des meubles, des tapisseries qui correspondent à une époque de l'histoire. Et en regardant à la fenêtre, on avait des fleurs modernes et contemporaines. Donc la première chose que j'ai changée, c'est la composition des parterres de fleurs plus volumineux, en réintroduisant des plantes odorantes et qui donnent l'impression que ces parterres de fleurs ressemblent à ceux que Louis XIV lui-même avait mis en place. Et mon obsession, effectivement, est de rendre au parc ses lettres de noblesse en le simplifiant. Beaucoup de jardiniers sont persuadés qu'une pelouse bien verte en été est belle. Je pars du principe qu'une pelouse très verte en été, moi, elle est vulgaire. Quand la nature croule sous le soleil et qu'elle est jaune, j'aime que la pelouse soit en harmonie, qu'elle soit jaune. Je n'aime pas les gazons où il n'y a pas de petites fleurs. J'ai connu l'époque où des désherbants sélectifs tuaient tous les pissenlits, petites pâquerettes sur les pelouses. C'est absurde, c'est joli ces petites fleurs qui apparaissent. Donc davantage de simplicité, ce qui n'a pas été d'ailleurs toujours du goût des jardiniers qui voulaient montrer leur savoir, montrer leur talent en présentant un parc sophistiqué. Et puis ils avaient surtout appris, c'était dans les gènes d'un bon jardinier, c'était chasser les mauvaises herbes. On chassait tout. On tuait les mauvaises herbes, on tuait les taupes partout, y compris dans les bosquets. Aujourd'hui, les taupes, on a passé un pacte avec elles. Dès qu'elles franchissent les allées, elles sont condamnées à mort. Mais si elles restent dans leur bosquet, on les oublie. À croire qu'elles ont compris le message, on n'a plus beaucoup de taupes aujourd'hui qui s'aventurent en dehors des espaces tolérés. Comme patron de ces jardins et des parcs en général, il y a des endroits plus précis que vous avez retravaillés tout de suite parce que vous les avez aimés avant tous les autres. Oui, je pense à tout ce que l'on appelle aujourd'hui le domaine de Marie-Antoinette. Le domaine de Marie-Antoinette est un ensemble champêtre qui est vraiment un jardin qui sert à la promenade, à la contemplation, au plaisir, contrairement à Versailles, qui est un jardin de pouvoir qui profite à la vue finalement. Et je trouvais aberrant que le hameau de la Reine soit tondu régulièrement façon golf. Je trouvais étonnant que l'on n'ait pas encore eu envie de rendre à ce lieu son aspect véritablement champêtre. C'est-à-dire herbe folle? Alors herbe folle, les allées du parc, enfin les allées
les pelouses ont retrouvé des herbes qui ne sont fauchées que 2 ou 3 fois par an. Nous avons supprimé également toutes les cordelettes qui interdisaient l'accès aux pelouses. C'était l'époque où les gardiens, ces fameux gardiens, adoraient siffler du matin au soir. Il fallait donc que le règlement soit appliqué. Pelouse interdite, on siffle. Mais pourquoi interdire une pelouse à certains endroits? Et on a réussi au hameau de la Reine à faire en sorte que les pelouses ne soient pas seulement tolérées pour le piétinement, mais même qu'on encourage les gens à s'y allonger pour que ça devienne un lieu de plaisir, un lieu de promenade. Donc c'est l'état d'esprit du hameau de la Reine. On a réintroduit les végétaux, les légumes autour des petites maisons que voulait Marie-Antoinette. On a remis en place les artichauts, les choux. Il a fallu créer quelque chose de vivant. Et puis en parallèle, on a voulu également améliorer la condition, alors à l'époque on n'en parlait pas, écologique du domaine. Vous rendez-vous compte que quand je suis arrivé, les voitures roulaient partout, excepté la partie chez Jardin, ici là où nous sommes, les voitures roulaient, c'était libre partout. Et donc on a réussi, quand je dis on, avec mes supérieurs de l'époque, à interdire totalement l'accès des voitures dans le parc, interdire la pêche dans le Grand Canal et favoriser le maintien des essences végétales et animales. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Il y a eu un moment ici, c'était un territoire de chasse du temps des rois. Ah oui, C'est pour ça qu'ils sont venus là d'ailleurs. Louis XV venait à chasser régulièrement, il était même dans la catégorie des viandards, n'ayons pas peur des mots. Louis XVI également adorait chasser, et donc Versailles était un territoire de chasse extraordinaire. Ici, dans ces... Parce que, alors, le Grand Canal, c'était un marécage. Alors à l'origine, c'est un marécage qui a été construit pour récupérer les eaux des terres, assécher bien sûr le marécage et permettre également au roi d'avoir une réserve d'eau suffisante pour alimenter la centaine de jets d'eau. Le parc forestier tout autour est un territoire pas seulement de chasse, c'est un endroit où l'on vient évidemment tirer le faisan et la perdrix, mais c'est également un lieu où le roi aime venir de temps en temps s'isoler avec quelques jolies marquises. On y reviendra. Imaginez que ce lieu dans lequel nous sommes héberge, on va donner une date, en 1687, 36 000 employés pour la construction du jardin et du château, 22 000 soldats chargés de la sécurité du roi, 40 à 50 000 courtisans qui n'ont qu'une idée, approcher le roi. Il y a près du grand château tous les jours 100 000 personnes qui y travaillent, qui viennent. Il y a les voleurs, il y a des corporations incroyables. Comment voulez-vous que le roi puisse trouver de l'intimité dans un lieu autant fréquenté? Donc le plaisir du roi est de temps en temps de s'échapper et d'aller se promener dans les allées du Grand Parc où il sera enfin seul avec Madame de la Vallière, Madame de Montespan et bien d'autres encore. Mais Alain Baraton, vous êtes en train de nous dire que avant que Louis XIII ait l'envie de venir s'isoler un peu ici, il n'y avait rien. Et s'il n'y avait rien, il y avait en haut de la butte simplement un moulin dans lequel les paysans venaient verser le blé qui à l'époque s'appelait l'ail. On venait donc ici même verser l'ail dans ce lieu, d'où le nom Versailles, mais il n'y avait rien. Il y avait quelques pâturages, beaucoup de marécages. La ville de Versailles était réduite à un petit bourg, célèbre pour son marché aux bœufs une fois par semaine, et c'était l'étape pratiquement obligatoire pour tous les voyageurs qui se rendaient en Bretagne. Et là, on est autour de 1650, quoi, on va dire. 1650, le secteur est fréquenté par des bandits de grand chemin qui vont vous détrousser dès l'instant que vous vous égarez un petit peu tardivement. Il n'y a absolument rien. Et puis Louis XIII en fait son pavillon de chasse, un lieu délicieux et dont on a gardé la trace dans la cour du château. Toutes les parties en briques rouges sont d'époque Louis XIII. Et Louis XIV, lorsqu'il veut quitter Paris pour quantité de raisons politiques et qu'il vient s'installer à Versailles, il ne veut pas détruire le château de son père, il va donc l'agrandir. Et c'est sous Louis XIV que Versailles va prendre la dimension qu'on lui connaît. Le parc s'agrandit pour atteindre 8000 hectares au plus fort de la monarchie, c'est colossal. Et dans cette partie basse, dans la forêt qui est de l'autre côté du Grand Canal, il y a eu des animaux sauvages jusqu'à quelle époque? Il y en a encore. C'est-à-dire que les animaux n'ont jamais disparu. Dans les bois qui sont là, de Là, l'autre il y a côté. encore, nous récupérons en moyenne une fois par an quelques sangliers qui vont tomber, Qui tombent dans l'eau. qui tombent dans l'eau avec des situations cocasses. Imaginez, il y a 2 ans, un dimanche matin, il fait un temps superbe et des gens vont louer des barques et pagayer sur le lac, et des haut-parleurs rappellent aux gens de faire demi-tour parce qu'ils vont croiser une bande de sangliers qui sont en train de nager. Je trouve ça absolument surréaliste. Nous avons quelques chevreuils très discrets, quantité de renards,
quantité d'oiseaux qui viennent en escale. Tous les cygnes que nous avons en ce moment sont des cygnes sauvages qui, depuis la tempête d'ailleurs, depuis 1999, viennent faire escale à Versailles, prendre quelques forces, se nourrir avec le pain donné par les visiteurs. Donc il y a encore beaucoup d'animaux, mais on est loin de la quantité de gibier du temps de Louis XIV et Louis XV. Mais vous avez contribué à faire revenir les animaux? Alors nous faisons en sorte déjà d'éviter qu'ils ne partent et nous faisons en sorte que les animaux soient heureux lorsqu'ils viennent à Versailles. Nous avons quantité de perruches qui viennent près du hameau de la Reine actuellement. Nous achetons de temps en temps du grain pour leur donner à manger. Nous interdisons la chasse sous toute forme, quelle que soit sa forme. Nous donnons à manger de temps en temps aux renards. On a beaucoup de renards, donc on aime bien dans certains endroits leur laisser de quoi survivre. Donc on fait en sorte non pas de faire venir les animaux, mais au moins que ceux qui vivent ici soient heureux. Quand on est ici près du Grand Canal et qu'on voit la taille de ces arbres, on a du mal à croire qu'il y a eu une tempête. La tempête a eu des comportements très curieux. Déjà, la tempête est arrivée de manière tourbillonnante. Si le vent avait duré une demi-heure de plus, il n'y aurait peut-être plus un seul arbre d'alignement, car le premier qui serait tombé aurait entraîné tous les autres dans la suite. D'ailleurs, au niveau du château, les alignements, eux, n'ont pas résisté. Où est-ce que vous habitez à Versailles la nuit de la tragédie en décembre 1999? Moi, j'ai la chance d'habiter entre le Grand et le Petit Trianon, dans un logement magnifique qui fut prêté par les grands personnages qui rendaient visite à Louis XIV lorsqu'il séjournait au Grand Trianon. Et je dis souvent que j'habite la maison de Molière, car Molière a dormi là où j'ai la chance moi-même de dormir. Et donc je vis dans le parc, je ne dirais pas au milieu des bois, mais dans un parc boisé. Et lorsque la tempête est arrivée le 26 décembre, j'étais aux premières loges, aux fenêtres, et je voyais effectivement les arbres qui tombaient devant moi. Dans un premier temps, vous espérez que le vent s'est acharné sur une partie du domaine, comme ça se produit de temps en temps, une sorte de mini-tornade qui fait des dégâts sur quelques milliers de mètres carrés, et on n'en parle plus. Et je pensais naïvement que la tempête s'était abattue à Versailles, devant chez moi. Puis je vous rappelle que le jour de la tempête, plus de télévision, plus de radio, plus d'électricité, donc pas moyen de savoir ce qui s'était réellement passé. Et lorsque je suis sorti dans le parc à la découverte des dégâts, eh bien plus je progressais, et plus je constatais que les dégâts étaient absolument partout. Et j'ai appris après que la France entière avait été meurtrie, mais que Versailles dans son ensemble avait été gravement endommagé. De votre maison de Molière, quel endroit privilégié vous allez voir d'abord? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un appartement qui donne sur le Petit Trianon, sur le Grand Trianon et sur une grande partie qu'on appelle Arboretum. Donc je sors tout simplement de l'immeuble normalement, face sur la grande pelouse qui était plantée d'une centaine d'arbres. Et quand vous sortez de chez vous et que la centaine d'arbres est détruite à 3/4, je vous assure que c'est impressionnant. Mais lorsque vous allez du côté du hameau de la Reine et près du Petit Trianon et que vous découvrez des cèdres qui étaient d'une beauté extraordinaire, complètement arrachés, déchiquetés, quand des alignements complets d'arbres, de centaines d'arbres, je pense aux alignements du Petit Trianon, où il n'en restait plus un debout, là vous avez conscience que vous êtes en train de vivre un moment très fort, un moment terrible. Vous êtes allé voir le tulipier? Alors je suis allé voir le tulipier, c'était un arbre que voulait Marie-Antoinette, c'était la grande époque où l'on parlait de l'Amérique, Louis XVI était passionné par les sciences, et ce tulipier avait été livré des États-Unis pour le parc de Versailles, il venait donc directement d'Amérique. Et moi j'étais fasciné de savoir qu'un type, il y a 2 siècles, était parti en bateau en Géorgie, ramener une petite plante dans un pot pour venir le planter à Versailles. Cet arbre avait connu les Indiens d'Amérique, il avait traversé l'Atlantique, le jardin des retours de Rochefort, où il restait en quarantaine, et j'espérais que cet arbre, dont j'étais fier, car je vous rappelle aussi qu'étant arrivé gamin dans ce lieu, je me suis souvent, un petit peu à tort, attribué la paternité des arbres. Quand je faisais la visite à des amis, je leur montrais non pas les arbres de Versailles, mais mes arbres à moi. C'était mon tulipier, c'était mon chêne. Donc j'étais vraiment blessé quand ces arbres sont tous morts. Et donc le matin de la tempête, je vais voir le tulipier
complètement déchiqueté. Le pain de Corse de Napoléon n'existe plus. Et fort heureusement, le sophora du Petit Trianon, lui, qui est un arbre d'époque Louis XV, a résisté miraculeusement. Mais c'est vrai que tous ces arbres, pour moi, étaient mes compagnons de route, étaient le témoin du travail de mes prédécesseurs. Et c'était en fait c'était mes faire-valoir qui avaient aussi disparu. Le métier de jardinier a quelque chose de grand, c'est qu'en fait vous travaillez pour la postérité. Beaucoup de métiers, tout à fait utiles bien sûr, ne vivent que grâce à l'éphémère ou à l'immédiat. Moi je fais un métier qui n'a de sens que si l'on se projette dans les 100 ans à venir. Quand on plante un arbre, on ne le plante pas pour nous, on le plante pour nos enfants et nos petits-enfants. Et quand vous travaillez à Versailles depuis 30 ans, que vous avez planté des milliers d'arbres, ou fait planter des milliers d'arbres, et que vous constatez qu'ils sont tous arrachés, cassés, vous avez le sentiment que, votre travail n'a servi à rien, mais qu'en plus, vous n'avez pas été capable de conserver le travail de vos prédécesseurs. Il y a un sentiment de tristesse et de gâchis absolument terrible. Il a fallu qu'il y ait des vues prises du ciel pour que vous compreniez l'ampleur de la tragédie. Disons qu'on a fait effectivement des survols en hélicoptère pour pouvoir chiffrer au mieux les dégâts, mais quand on était à terre, on se rendait compte de la situation, nul besoin de prendre de la hauteur. La situation était tellement catastrophique, car quand on parle des arbres, il ne faut pas oublier que les arbres en tombant font quantité de dégâts. Il n'y avait pratiquement plus d'arbres à certains endroits, mais plus de pelouse non plus, plus de clôture, plus de bancs, il n'y avait plus rien. Combien d'arbres massacrés ? On est dans un parc à la française où la symétrie est l'une des caractéristiques. On ne peut pas avoir à gauche du château des arbres de 15 mètres de haut et à droite des géants de 35-40 mètres. Le chiffre officiel et définitif, 18 500 arbres ont été directement détruits par la tempête. Et il aura fallu rabattre par la suite 40 000 autres arbres pour pouvoir restaurer le domaine. On peut donc estimer que la tempête a tué 50 000 arbres. Le conservateur en chef, il s'appelait M. Astier. Oui, c'était le directeur, le président de l'établissement public, Hubert Astier, qui est un homme qui, le matin de la tempête, a percuté. Il faut lui rendre hommage. C'est un homme qui a pris conscience de la situation et qui s'est comporté comme un véritable meneur d'hommes, comme un très grand chef d'entreprise. Astier a été capable de mettre en place un élan de générosité en France qui s'est propagé à travers le monde. Et entre les dons des particuliers, les subventions des pouvoirs publics et le mécénat des grandes entreprises, eh bien Hubert Astier a été capable en peut-être 2 ou 3 ans de réunir les fonds qui ont permis la replantation du parc. Vous êtes tout de même assez modeste, hein, parce que vous oubliez de dire que Astier mobilisait surtout les autorités ou les capitaux. Et vous faisiez quoi ? J'ai été surpris, j'ai été dans un tourbillon média absolument incroyable. J'ai passé 3 mois de ma vie à ne répondre qu'aux questions des journalistes, car Versailles était devenu le symbole de la tempête en France dans le monde entier. Les arbres de Versailles étaient devenus les victimes de cette tempête, et j'étais devenu en quelque sorte le porte-parole, le représentant de ces arbres abattus. Et il est vrai que j'ai été appelé partout dans le monde pour parler de Versailles, défendre la cause des arbres, et j'ai passé ma journée soit à l'étranger à venir demander quelques sous pour le domaine, soit devant des caméras de télévision à parler du domaine. Ma journée est la première, là ce sont les larmes, là. Ah oui, oui. Mais, vous savez, je le dis souvent et sans aucune mélancolie excessive. Un arbre, il faut se souvenir que c'est un être vivant. Nous avons ici, par exemple, des arbres qui ont connu les rois. Moi, je trouve émouvant de pouvoir un instant les toucher. Ce sont des arbres qui sont des témoins de 3 siècles d'histoire. Et puis, ces arbres également ont été complices de moments très forts. Combien de jeunes amants à Versailles ont découvert l'amour grâce au tronc épais d'un arbre qui a permis de cacher leur turpitude. Combien de personnes âgées sont venues au pied d'un arbre profiter en été de l'ombrage. Combien de fois, lorsque vous avez été un petit peu triste, eh bien vous vous êtes assis au pied d'un arbre pour vous épancher sur vos difficultés. Donc ces arbres-là ne participent pas qu'à un décor, ce sont vos complices, vos témoins, ce sont presque des amis. Et c'est bien ce qu'on dit donc, ce sont vos larmes ce jour-là et vos 3 ou 4 mois de campagne ensuite quotidienne dans tous les médias français et du monde qui font que vous allez trouver l'argent. On va trouver l'argent assez rapidement parce que je crois que les gens ont été sensibles
aux propos de l'époque. Je vous rappelle qu'avant Versailles, lorsqu'une tempête commettait des dégâts, l'arbre était complice des dégâts. Un arbre tombe sur une caravane, 2 morts, voie ferrée endommagée suite à la chute des arbres. Et pour la première fois peut-être dans l'histoire de France, l'arbre devenait victime de la tempête. Il l'était au même titre que les hommes. Et les gens ont été surpris de voir que l'on pouvait enfin se préoccuper d'un parc. Généralement, lorsqu'il y a une tempête, tout va sur le château, les toitures, les vitreries. C'est la priorité absolue. Et pour une fois, le parc devenait prioritaire et l'arbre était victime. Et du coup, puisque l'argent est arrivé, combien d'arbres vous avez remplacés? Alors aujourd'hui, depuis la tempête, nous avons dû replanter plus de 100 000 arbres, et pas seulement des petits, y compris des sujets assez impressionnants. Plusieurs bosquets ont été intégralement replantés. En moins d'un an, le parc a été capable de rouvrir pour la visite dans son intégralité. Donc cette tempête a été un choc, mais aussi une bénédiction, car cette tempête a permis d'évacuer de Versailles des arbres qui étaient devenus beaucoup trop dangereux, beaucoup trop vétustes, et que les pouvoirs publics refusaient alors d'abattre par manque de courage politique et par manque de budget. L'autre conséquence de la tempête, c'est que la France entière vous a découvert. Ça a été la consécration d'Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles. Ah oui, alors ça, je ne sais pas. Mais j'ai été surpris, effectivement, à l'époque de l'impact. Mais je crois aussi qu'avec le recul, je me rends compte que j'avais peut-être des propos qui changeaient des propos habituels des administratifs, où ils ne parlent que de budget, de schéma directeur. Voilà, je parle avec mon cœur, tout simplement. Eh bien, depuis, vous continuez, puisque vous connaissez tout de ce qui s'est passé dans les sous-bois, dans les bosquets, sous les arbres, sur les pelouses. Si vous étiez guide, votre visite idéale du parc? À l'inverse, je conseille aux visiteurs de venir par l'extrémité du jardin pour découvrir le château côté jardin. Comment voulez-vous apprécier Versailles quand vous débarquez dans une ville polluée, bruyante, avec des voitures, des marchands de souvenirs et des touristes qui sont compactés comme des sardines? Ça n'a pas de sens. Donc j'entre par la grille latérale des jardins. Vous rentrez par les grilles latérales et vous appréciez tout d'abord la beauté du jardin et de l'architecture du château. Je vous recommande également de venir un lundi, jour de fermeture du château. Il y a beaucoup moins de monde. Si vous avez même le choix de l'horaire, venez vers 18h. La lumière est sublime. Le gros des visiteurs a quitté le domaine et les animaux commencent à les remplacer dans les allées du parc. Et je suis à la grille latérale. Je vois tous les jardins. Je m'avance dans les jardins. La tentation, c'est de courir vers le grand escalier. grave erreur. Laissez-vous guider par votre instinct. Il y a de temps en temps des taches de couleur qui peuvent attirer votre attention. Il s'agit peut-être d'un magnolia en fleurs. Pourquoi aller vers l'escalier qui sera encore là dans un siècle, alors que les fleurs de magnolia, elles, auront peut-être disparu au bout de quelques jours? Laissez-vous porter par votre instinct, laissez-vous porter par votre envie, tout simplement, vos désirs au fur et à mesure. Versailles, pour l'apprécier, ne se calcule pas. Et en aboutissant au château, qu'à la toute fin de la découverte des parcs, des jardins, des bosquets. Voilà. Je crois que Versailles la visite se doit effectivement se terminer par le château. Il n'y a rien de plus beau, quand on a quitté Versailles, de se retourner en direction des jardins, de saluer le grand canal qui nous a accueillis et de pouvoir d'un coup d'œil contempler l'ensemble du domaine. Mais j'aime bien l'idée de la découverte et après seulement on voit l'ensemble. Alors quand je me retourne sur le grand escalier au pied du château,
Je vois toute cette perspective et je me dis, le nôtre était un grand jardinier. Le nôtre était un grand aménageur d'espace, c'était un grand architecte de jardin, c'était un homme qui incontestablement maniait la géométrie avec beaucoup de savoir, mais ce n'était pas pour moi un grand jardinier. Pour moi, le jardinier est un homme qui est capable de converser avec les plantes, qui est capable de les distinguer entre elles. Était-il capable de distinguer un chêne d'un hêtre ? Je n'en suis pas sûr. Imaginez que lorsque le nôtre est mort, on a relevé dans sa bibliothèque, en nombre d'horticulture, aucun ouvrage. Il n'avait pas de livre de jardin. Le nôtre n'écrivait pratiquement jamais. Nous n'avons aucun écrit le nôtre, c'est une certitude. Cet homme n'a pas non plus transmis son savoir. D'ailleurs, il ne l'a pas transmis car en possédait-il vraiment un? Cet homme voulait être peintre. Simplement, son père était jardinier, son grand-père l'était, alors il achète la charge et le deviendra à son tour. Cet homme a créé le jardin de Vaux-le-Vicomte, un lieu exceptionnel, d'une beauté à couper le souffle. Là, il montre son talent, son vrai talent, mais à Versailles, le nôtre devient un courtisan, un affairiste, un homme appâté par le gain et qui veut surtout privilégier sa relation avec le roi Louis XIV. Mais sur le plan technique, ce que vous lui reprochez, finalement, c'est un jardin trop rigoureux, trop architecturé, quoi. C'est un jardin de pouvoir, c'est un jardin pour mégalomanes, c'est un jardin où il ne fait pas bon s'égarer. Je veux dire, c'est un musée de la statuaire. Je vous prends à témoin. Ôtez de Versailles les sculptures et les pièces d'eau, que reste-t-il d'un ensemble végétal taillé par des jardiniers férocement accrochés à leur sécateur? Même les simples topiaires qui poussent au pied du château ont des formes bizarres et architecturales. La nature n'y est pas représentée de manière naturelle. Elle est contrainte. Donc c'est pas vraiment un jardin, c'est un musée de plein air. Et pourtant, ensuite, après Louis XIV et le nôtre, il y a eu quand même de grands aménageurs, même chez les rois. Louis XV est un jardinier. Louis XV était un agronome, c'était un homme passionné par les sciences, et c'est la raison pour laquelle il demanda d'ailleurs à ce qu'on lui construise le Petit Trianon pour être au milieu de ces cultures. Et là où nous sommes, dans le pavillon français, eh bien, il faut se souvenir que les parterres de fleurs qui nous encadrent étaient plantés sous Louis XV de plantes extrêmement rares. Je pense au géranium. Le bon vieux géranium a commencé sa carrière à Versailles. Les fraisiers étaient alors très à la mode à Versailles. Il y avait également des poules. Il y avait quantité de poulaillers dans cet environnement. C'était un espace champêtre. Et il y avait aussi des champs. Et Louis XV se plaisait à passer lui-même la charrue. Donc l'homme était agronome, passionné par la science, passionné par la botanique. Il créa d'ailleurs l'Académie d'agriculture de France. Il a vraiment donné énormément de style à un nouvel art de jardin. Sans insulter la royauté, c'était un roi sauteur quand même, hein. C'était un roi plus que sauteur. Quand je vous parlais des poules qui vivaient ici, il y avait les poules dites gallinacées qui vivaient protégées par des grillages, et dans le salon, d'autres poules venaient effectivement voir le roi, car le roi était un homme, ce roi était dirigé par les femmes, il a eu pour maîtresse des femmes volcaniques, je pense à Madame de Pompadour ou à la Dubarry. Effectivement, l'appétit sexuel de Louis XV était vraiment hors du commun. C'est quelque chose qui vous fascine, hein. C'est à la fois le jardin, la nature vraiment champêtre, et puis à côté, il y a aussi les vrais bosquets sous lesquels on pouvait aller batifoler quand on n'était pas un habitant. Oui, ça s'appelle la vie, tout simplement, que c'est un lieu qui est très vivant. Il y a le paraître. Le paraître, c'est le grand Trianon, le petit Trianon ou le château. Il y a le plaisir de la vie. Ce sont des bâtiments comme le pavillon frais, les glacières, comme les bâtiments techniques. Et puis, il y a le côté un petit peu plus caché, plus romantique. Ce sont parfois de modestes constructions cachées au fond du parc et qui permettaient au roi, de temps en temps, de s'isoler et de se protéger des intempéries en galante compagnie. Mais pas seulement au roi. Plus je vous lisais, et plus encore une fois, je dis que ce bouquin est assez fantastique pour ça. Je me disais que vous êtes très content, au fond, que les bosquets soient à nouveau habités par les visiteurs les plus audacieux. Bah oui, pour quantité de motifs. Je vous rappelle que, enfin, c'est mon enfance à moi déjà, mais quand j'étais petit, on me racontait souvent des histoires de princes charmants et de princesses. On a donc encore en France cette culture de la princesse et du prince charmant.
quoi de plus normal, quand vous venez à Versailles, de vous comporter tout simplement en prince charmant avec votre princesse? Alors, les bosquets attirent quantité de jeunes tourtereaux. De temps en temps, on entend quelques soupirs ça et là. Et je pense que si le parc que j'ai la chance de gérer abrite quelques amours coupables ou non, eh bien, au moins, mon travail sert à quelque chose. Et puis, il ne sert pas qu'à la grandeur de la France. Monsieur le jardinier en chef de Versailles et du Trianon et du domaine du Trianon, donc du petit Trianon, votre fantasme à vous, c'est quand même Marie-Antoinette. Fantasme, non, j'ai une certaine fascination, parce que Marie-Antoinette, pour beaucoup, est considérée comme une sainte, comme une martyre, alors que je trouve que cette femme a un côté assez amusant. Elle correspond vraiment à l'idée que je me fais de la femme actuelle, à savoir une jeune femme un petit peu excessive quand elle est encore jeune, adolescente, avec de temps en temps quelques comportements indignes d'une souveraine. Elle connaît des moments terribles, elle sait se comporter avec dignité dans l'adversité même la plus redoutable. Et puis de temps en temps, eh bien, le corps exulte et elle se livre parfois à des comportements que la morale réprouve. Et cette reine qui est carrément en statut de sainte pour beaucoup, moi je lui trouve quantité de qualités humaines. Elle a des faiblesses, elle a des défauts. En un mot, elle représente pour moi la femme presque idéale. Parce qu'elle est fermière? Parce qu'elle est fermière le jour et reine la nuit, parce qu'elle joue aux cartes et qu'elle y dépense des fortunes. C'est quand même une femme qui n'hésite pas à emprunter des calèches la nuit, des calèches anonymes. Aujourd'hui, nous avons les voitures banalisées, eux avaient des carrosses banalisées, et elle prenait un carrosse anonyme pour aller jouer à Paris, au Palais Royal, des sommes d'argent. Elle allait dans des tripots. C'est une femme qui a également, ici même, là où nous sommes, établi son propre règlement. Et dans ce règlement, il est stipulé que le protocole n'existe plus. Ce qui veut dire que si maintenant Marie-Antoinette rentrait, eh bien on ne se lève pas pour la saluer, on fait comme si elle n'était pas là. Elle voulait donc, dans ce lieu qu'elle aimait tant, être une femme comme tant d'autres, sans protocole, sans distinction. Derrière vous, c'est le petit Trianon. Elle avait pourtant, Marie-Antoinette, ses appartements dans le château. Marie-Antoinette avait ses appartements au château, mais elle ne supportait plus le protocole de la cour. Un protocole qui était absolument stupéfiant. Imaginez que dès le lever, vous devez vous habiller publiquement. Comme vous le savez peut-être, la tradition était que les vêtements étaient portés par les dames de la cour et que c'était la dame la plus importante dans la hiérarchie qui donnait le premier vêtement. Ce qui veut dire que Marie-Antoinette passait parfois plus d'une heure entièrement nue en attendant qu'on daigne lui apporter le premier jupon. Il y avait un cérémonial épouvantable, des milliers de personnes qui ne faisaient que vous espionner. Et Marie-Antoinette a découvert le petit Trianon en arrivant à Versailles et elle en est tombée tout de suite amoureuse. Et elle a voulu vraiment y installer ses quartiers d'été. Et ces quartiers d'été sont en fait devenus sa résidence principale. Marie-Antoinette vivait en permanence au petit Trianon pendant que son mari, lui, continuait à résider au château. Qui est-ce qui avait construit le petit Trianon? Alors le petit Trianon, en fait, fut construit sur demande de Madame de Pompadour, car elle voulait s'isoler elle aussi du château avec son amant royal Louis XV. Donc c'est Louis XV qui a demandé à l'architecte Gabriel de construire le petit Trianon. Malheureusement, Madame de Pompadour va mourir avant la fin des travaux. Elle n'en verra pas l'achèvement, mais le petit Trianon existe et Louis XV s'y installe rapidement. Et Madame du Barry, la deuxième maîtresse principale de Louis XV, elle aussi se prend de passion pour ce lieu, d'autant plus que Madame du Barry aime les soirées agitées avec quelques amis, elle aime distraire le roi pour faire plus simple, et que ce lieu se prête parfaitement à la gaudriole. Donc en fait, le petit Trianon a été construit pour permettre au roi d'être chez lui, entouré de ses intimes et hors de la vue des visiteurs. Qu'est-ce qui reste de la fermière? Alors, qu'est-ce qui reste concrètement dans ce Trianon? Alors, Marie-Antoinette a laissé, bien sûr, sa trace dans ce lieu. Il y a une chose qui m'a toujours fasciné à Versailles, lorsque vous parlez des monarques. On parle toujours de Louis XIV, de Louis XV et de Marie-Antoinette. À croire que Louis XVI n'a pratiquement pas existé, Marie-Antoinette a laissé une trace très forte, une présence absolument énorme. Mais pendant que son mari faisait de la serrurerie, elle
elle faisait vraiment la fermière. Alors, Qu'est-ce qui reste? Le potager? Alors, il reste toutes les maisons du hameau de la Reine et leurs petits jardins, il reste le pavillon de musique, il reste la grotte, il reste l'orangerie. Donc, il reste quantité d'éléments d'architecture voulus par la Reine et qui ont été miraculeusement épargnés à la Révolution. Car tout à l'heure, nous parlions de ces petites maisons cachées. Eh bien, les révolutionnaires ne pouvaient pas se douter que dans un bosquet reculé de Trianon, il y avait un bâtiment magnifique qui protégeait des œuvres d'art sublimes. Donc, beaucoup de choses d'époque Marie-Antoinette sont restées. Et la grotte, alors? Ah, la grotte est un lieu que j'apprécie beaucoup. Il y a deux façons de vous parler de la grotte. Si j'étais un guide à Versailles et si je devais expliquer la grotte, j'expliquerais que cette grotte est un élément décoratif très en vogue au XVIIIe siècle et qui permettait à Marie-Antoinette de venir profiter du frais et de pouvoir, sur un banc de pierre, lire quelques ouvrages. Mais vous n'êtes pas guide. Alors, la vérité. Alors pour découvrir cette grotte, eh bien, il faut avoir l'œil, parce que suite à la tempête de 1999, tout a été restauré exactement tel que le jardin était au moment de sa création. Et la grotte est ici, elle est dissimulée dans les bosquets, dans les fourrés. Et il n'est pas simple de la découvrir si l'on n'est pas un habitué des lieux. Donc là, nous sommes dans la grotte de Marie-Antoinette. Au XVIIIe siècle, on parlait de la petite maison de mousse, parce que dire qu'une reine de France va s'isoler dans une grotte, ça fait un petit peu homme préhistorique. Alors cette grotte a été conçue par l'architecte de Marie-Antoinette, Richard Mick, et cette grotte a fait l'objet de nombreuses modifications, car au début, elle ne correspondait pas aux attentes de la reine. Alors, cette grotte a été conçue d'une façon précise. Déjà une grille qui permet d'être tranquille lorsque l'on est à l'intérieur. Une deuxième grotte d'où s'échappe un torrent d'eau qui pourrait éventuellement masquer quelques soupirs, voire quelques murmures. Mais plus étonnant encore, on se rend compte que là où je suis, eh bien, il y a un banc qui à l'époque était recouvert de mousseline, bien évidemment, qui permet aux invités, et ils peuvent être plusieurs, à s'asseoir côte à côte, voire même, pourquoi pas, à se laisser quelque peu aller. Encore plus étonnant, à droite du banc, dans la pierre taillée, une sorte de siège qui permet à une autre personne d'être assise confortablement et surtout de voir à travers le trou de la grotte si quelqu'un arrive ou non. Donc on n'est jamais pris de court ici. Si un intrus venait à se manifester, on le voit arriver. Et il suffit à ce moment-là d'emprunter cet escalier, de s'échapper par les hauteurs, car la sortie de cette grotte n'est pas visible de son entrée. C'est donc un endroit idéal pour recevoir. Et l'on dit que Fersen venait ici même rencontrer Marie-Antoinette. Et ce que l'on sait d'une manière historique, c'est que c'est dans ce lieu, très précisément, qu'en octobre 1789, on est venu prévenir Marie-Antoinette de rejoindre le château immédiatement. La Révolution était aux portes du palais. Alain Baraton, vous qui connaissez par cœur aujourd'hui l'histoire de Versailles et de son parc, cet ensemble, on aurait pu ne pas le connaître. Il y a eu un siècle pratiquement d'abandon, tout le 19e. Oui, d'un désintérêt total, un abandon accéléré par le pillage des biens qui constituent Versailles. Il faut se rappeler que la France a connu de graves périodes de guerre civile, de disette, de famine, d'épidémie, et que les gens de la région de Versailles venaient simplement dans le parc couper des arbres pour se chauffer, que les boiseries terminaient dans le feu des cheminées, que le bois, le métal des huisseries était revendu. Donc effectivement, il y a eu, dans un premier temps, un désintérêt de Versailles d'un point de vue histoire, car
à cette époque-là, leur histoire était contemporaine. Et puis surtout, il y avait toujours cette volonté peut-être de se distancer, de s'éloigner de la monarchie, de tout ce qu'elle avait représenté de plus négatif dans la tête des Français. Donc Versailles, à un moment donné, n'avait plus grand intérêt. Et d'ailleurs, l'intérêt de Versailles est venu tardivement. Certes, en 1920, 30 ou 40, on parle de Versailles avec un certain intérêt, mais on voit bien en consultant les documents qu'il n'y a pas non plus un entretien fabuleux. On maintient, on entretient à peine, on fait en sorte d'éviter que Versailles ne s'effondre, mais ça se limite pratiquement à ça. Oubliez un instant que vous êtes jardinier. Le parc pourrait exister sans le château? Je pense que le parc peut exister sans le château, et je conçois difficilement que le château puisse exister sans le parc. Il y a aujourd'hui la mode des espaces verts. Nous avons besoin de grandes parties boisées pour pouvoir simplement vivre au grand air. Et je pense effectivement que le château n'est pas pour le parc, du moins pour le parc de Trianon, un élément indispensable. À Versailles, autour du château, le parc est l'écrin du domaine, où effectivement le jardin, sans château, n'aurait plus vraiment de sens. Toutes les allées mènent vers le jardin, vers le château. Tout est orchestré autour du bâtiment. Mais là où nous sommes, on a le sentiment qu'un jardin a été créé et qu'on y a posé les bâtiments. Donc ici, pour le domaine de Marie-Antoinette, le château, les châteaux de Trianon sont un plus, mais on pourrait parfaitement se passer de leur présence. L'une des caractéristiques des souverains qui se sont succédés, surtout à partir de Louis XV, ça a été d'importer des plantes exotiques, des arbres qui n'existaient pas en Europe. Vous savez, la passion de la botanique pour les rois a une raison d'être. Louis XIV n'est pas un roi botaniste. Je ne crois pas qu'il s'intéresse à la botanique, mais c'est un homme qui s'intéresse au monde. Vu qu'il ne peut aller parcourir la planète, là où il est à Versailles, il fait en sorte que la planète tout entière soit réunie au château. Donc il y a le château, mais on va construire une ménagerie où on présente des animaux qui viennent d'ailleurs, et l'on présente aussi des plantes qui viennent d'ailleurs. C'est une façon de montrer sa puissance et sa richesse. Les premiers marronniers ont été plantés aux Tuileries et à Versailles du temps du règne de Louis XIV. Un alignement de marronniers était un alignement à l'époque incroyablement riche. Louis XIV avait pour arbre favori l'oranger. Les orangers à Trianon étaient installés en pleine terre et recouverts à l'automne d'une garniture de verre et de bois, protégés ainsi du froid et dépanotés au printemps. Donc des orangers en pleine terre. Quand vous venez de province, que vous êtes un paysan d'époque Louis XIVe, que vous avez découvert un alligator à la ménagerie du roi et un oranger qui fructifie sous le soleil de Versailles, pas de doute, ce roi est divin, c'est le roi Soleil. Louis XV va lui aussi aborder la botanique, mais de manière collectionneur, véritablement botaniste. Et on envoie des vaisseaux dans le monde entier, ramenés d'Asie, ramenés d'Amérique, les plantes les plus belles et les plus rares. Et vous remarquerez d'ailleurs également que c'est l'introduction de ces plantes venues d'ailleurs qui vont encourager le jardinier à changer de style. Un cerisier à fleurs, où trouverait-il sa place dans un jardin à la française, où tout n'est que rigueur, taillé au cordeau, et j'allais dire uniformité des couleurs? Il n'a pas sa place. Le jardin anglais, le jardin paysager, permet d'y installer des saules pleureurs, permet d'installer des plantes à fleurs qui viennent de tous les continents. C'est cette introduction de plantes qui va permettre de présenter un parc d'une grande diversité, mais toujours également de montrer sa puissance. Sous Louis XV, ici à Trianon, on produit dans les serres du café. Le café que l'on boit à Trianon a été produit sur place. C'est un moment de luxe inouï. Les ananas qui vivent aujourd'hui en Guadeloupe et Martinique viennent de Versailles. Parce que l'ananas, qui n'est pas originaire de ces départements d'outre-mer, vient de pays comme l'Afrique, enfin de continent. Mais il y a eu des expérimentations à Versailles qui ont été tellement encourageantes que les pieds d'ananas ont été ensuite introduits dans ce qu'on appelait les colonies pour prospérer. Et sous Louis XV, les ananas de Versailles sont tellement recherchés qu'ils sont loués pour les dîners en ville comme décoration. Ils valent tellement cher qu'on loue l'ananas qu'on mettra sur la table et les gens regarderont ce fruit délicieux sans y manger. C'est le roi qui, lui, par contre, les récupère ensuite et les savoure.
C'est Versailles qui a lancé la mode des desserts fruits. Oui, tout à fait, parce que c'était l'occasion de présenter sur une table quantité de mets. Il y avait une diversité de plats et toujours cette façon de... Versailles se veut un lieu unique et l'on se doit de montrer des raretés. Comment voulez-vous qu'un monarque, même tout puissant, puisse séduire une délicieuse marquise s'il n'est pas capable de se distinguer d'un Fouquet ou d'un autre personnage? Mais les figuiers, ça a été un événement. Ah, les figuiers, c'était un événement énorme. Les figuiers que l'on doit, pas la figue bien sûr, mais c'est la Quintini qui le premier a été capable de domestiquer la culture de la figue et de permettre au roi d'en manger. Mais Versailles également a vu créer les primeurs. Si aujourd'hui vous mangez des légumes hors saison, c'est dû à la Quintini qui, pour Louis XIV, déjà avait été capable de les cultiver en dehors du rythme naturel des saisons. Versailles a explosé à une époque sous la mode des asperges qui ont connu leurs heures de gloire à Versailles, les petits pois, Versailles, le café, l'ananas. Quand la pomme de terre fut présentée par Parmentier au roi à Versailles. Donc Versailles est également le centre apparemment de la gastronomie. Vous aimez Versailles? J'aime Versailles et je pourrais même vous dire comment ne pas aimer ce lieu. Vous êtes à 20 minutes de Paris, c'est un lieu qui est beau, c'est un lieu qui est vert, c'est un lieu qui réunit des gens du monde entier et des animaux qui viennent de toutes parts. C'est un lieu où tous les arts sont représentés, la littérature, la sculpture, le cinéma. C'est un lieu qui donne des fêtes grandioses, des concerts de musique. C'est un lieu qui permet à des gens de toutes conditions de travailler. Il y a à Versailles aujourd'hui des gens hautement diplômés et d'autres qui ne le sont absolument pas, et pourtant ils se fréquentent avec un seul objectif, faire au mieux leur travail à Versailles. Donc Versailles est un lieu extraordinaire. Et en plus, quand vous avez la chance, comme moi, d'y vivre et d'y dormir, c'est le paradis. Alors pourquoi voulez-vous partir bientôt? Je vais vous faire un aveu, ça fait 30 ans que je veux partir. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai qu'une envie, partir. Parce que j'ai besoin, je crois, de voir autre chose. Sauf que là, maintenant, j'ai le sentiment du travail accompli. Lorsque vous avez travaillé dans un domaine vieillissant, que vous avez contribué à sa remise en état après la tempête, j'ai un peu le sentiment d'avoir fait mon métier et qu'il est peut-être grand temps que je laisse ma place à d'autres. Mais depuis quelque temps, je me dis que ce serait quand même une très grave erreur pour moi de partir et je pense que je vais quand même faire quelques années de plus. Et pourquoi? Parce que je crois que ce n'est pas le tout d'avoir planté des jeunes arbres, encore faut-il les accompagner, peut-être prendre le plaisir de les voir grandir. Et puis je crois que quand on a la chance de vivre, de travailler dans ce lieu, il faudrait peut-être être un peu fou quand même pour le quitter.